Donc moi, je vais vous parler des symptômes orphelins et des toxicités digestives auxquelles on est confronté en cancérologie. Alors, quand on parle de toxicité digestive, on s'attaque à un vaste sujet. Pour s'en donner une idée, il suffit de prendre la classification des effets secondaires. Et les toxicités gastro-intestinales, ça prend 10 pages. Donc, il n'est bien évidemment pas question de faire un catalogue exhaustif de toutes ces toxicités. Et donc, j'ai choisi d'axer le topo sur deux pathologie, un symptôme orphelin qu'on rencontre régulièrement et qui est très invalidant pour les patients, le hoquet, et une toxicité digestive auquel on n'est pas habitué, c'est les colites qui apparaissent avec les nouveaux médicaments, les nouvelles classes d'immunothérapie. Alors pour commencer le hoquet, il s'agit de contractions brutales, répétées et involontaires des muscles respiratoires suivies d'une fermeture de la glotte. C'est un phénomène qui apparaît dès la période in utero et qui se poursuit tout au long de la vie avec des contractions qui surviennent de façon inconsciente quotidiennement. Quand ces contractions deviennent conscientes et gênantes, on parle de hoquet aigu quand elles durent moins de 48 heures, de hoquet chronique quand elles durent plus de 48 heures, et c'est ce hoquet chronique qui va nous intéresser parce que c'est dans ce cas-là qu'on doit rechercher une cause et prendre en charge les symptômes des patients parce que ça retentit significativement sur leur qualité de vie. En oncologie, 4% des patients qui présentent un cancer avancé, à un stade avancé, sont sujets à un hoquet chronique. Donc le hoquet dépend en fait d'un arc réflexe avec des voies afférentes que sont le nerf pneumogastrique, les fibres sympathiques viscérales et le nerf phrénique qui envoient un message au centre du hoquet qui sont situés dans la moelle cervicale supérieure, l'hypothalamus et le tronc cérébral. Et le signal efférent est transmis par le nerf phrénique et les nerfs intercostaux aux muscles inspiratoires et par une branche du nerf récurrent aux muscles de la glotte. Et un problème qui survient à n'importe quel niveau de cet arc réflexe peut provoquer un hoquet. C'est pour ça que la liste des étiologies est très grande. Il peut y avoir des problèmes au niveau du système nerveux central, des problèmes périphériques ou d'autres causes, des problèmes métaboliques, des médicaments. La cause la plus fréquente de hoquet reste la cause gastro-intestinale et en particulier le reflux gastro-œsophagien, surtout quand il est associé à une hernie hiatale. Alors en cancérologie, on a beaucoup de causes de hoquet possibles, les tumeurs intracrâniennes, intrathoraciques, intra-abdominales, et puis les traitements qu'on utilise, que ce soit les corticoïdes ou les chimiothérapies. Donc pour les corticoïdes, c'est un traitement qu'on utilise de façon très fréquente dans la prévention des nausées chimio-induites, et on sait que la dexaméthasone induit des hoquets chez un certain nombre de patients. Ça a été prouvé par Lee, qui a fait une étude d'arrêt-réintroduction chez les patients qui avaient un hoquet à la première cure de chimiothérapie sous dexaméthasone. Il arrêtait la dexaméthasone qu'il remplaçait par de la méthylprednisolone à la deuxième cure et il reprenait la dexaméthasone à la troisième cure. Cette étude a deux intérêts. D'abord, elle prouve le rôle de la dexaméthasone dans le hoquet, puisque l'arrêt s'accompagne d'une quasi-disparition du hoquet et la reprise d'une réapparition chez deux tiers des patients. Et puis ça a aussi l'intérêt de montrer que quand un patient a un hoquet à la dexaméthasone, on peut tout à fait switcher pour de la méthylprednisolone et que ça fait quasiment disparaître le hoquet chez tous les patients. Pour ce qui est des chimiothérapies, on sait que les hommes sont plus sujets au hoquet quand ils sont traités par chimiothérapie, qu'il y a un rôle, toutes les chimiothérapies peuvent induire un hoquet, mais c'est préférentiellement les sels de platine, et qu'il y a un effet synergique avec la dexaméthasone. Donc l'association dexaméthasone et cisplatine donne plus de hoquet. Et il y a une corrélation inverse avec les vomissements. Donc les patients qui ont des nausées et des vomissements n'ont en général pas de hoquet, et les patients qui ont un hoquet, pas de nausées et vomissements. Donc, quoi faire quand on est devant un patient qui présente un hoquet réfractaire? Un bilan, l'interrogatoire est important, essayer de rechercher dans les médicaments si certains traitements peuvent être responsables du hoquet. Un examen clinique, en n'oubliant pas l'examen ORL et l'examen neurologique pour essayer de chercher une cause à ce hoquet. Un bilan biologique, on va chercher particulièrement des déséquilibres hydroélectrolytiques, une hyperglycémie, une élévation de l'urée qui favorise la survenue d'un hoquet.
On va faire un bilan d'imagerie cérébrale, thoraco-abdominopelvien pour essayer de trouver une masse qu'on aura souvent, nous, puisqu'on on soigne des patients pour des pathologies cancéreuses, donc qui sont à risque d'avoir des progressions qui peuvent être responsables de hoquet. Et bien sûr, une gastroscopie, puisqu'on l'a dit, le reflux fait partie des causes fréquentes de hoquet, et c'est quand même dommage de passer à côté, parce que le traitement est simple. Si, malgré ce premier bilan, on n'a pas d'explication, on peut aller un petit peu plus loin. Soit on suspecte vraiment une cause digestive, et ça vaut la peine de pousser jusqu'à la manométrie œsophagienne ou la pH-métrie pour rechercher un trouble de la motricité œsophagienne ou un reflux qui serait passé inaperçu, ou on s'oriente plutôt vers une origine neurologique et on peut compléter par une IRM cérébrale. Donc les traitements du hoquet, les voici. Le meilleur traitement, ça reste le traitement de la cause, d'où l'intérêt d'avoir fait un bilan étiologique le plus complet possible. Et c'est pour ça que vous voyez dans les traitements du hoquet les inhibiteurs de la pompe à protons et les anti-H2, qui sont des traitements du reflux et qui, quand on n'a pas trouvé d'explication, en traitement d'épreuve, peuvent améliorer significativement le hoquet. Les autres traitements sont des traitements qui sont purement symptomatiques. Seul le baclofène et le métoclopramide, qui n'est pas sur ces diapositives, ont été validés par des essais randomisés contre placebo. Et en fait, on a tendance à remplacer le métoclopramide par de la dompéridone, parce que c'est des médicaments qui ont les mêmes effets périphériques, et la dompéridone n'a pas les effets secondaires de la métoclopramide. Mais c'est une habitude qu'on a prise sans l'avoir validée, puisque pour la dompéridone, il n'y a que des cas cliniques rapportés d'effets sur le hoquet. Les autres traitements, la chlorpromazine et la gabapentine, ont été validés sur de larges séries, mais pas d'essais randomisés. Voilà, donc pour conclure sur le hoquet, c'est un petit récapitulatif de la conduite à tenir. Donc, moi, je pense que vous aurez les diapositives disponibles à la fin. Ça récapitule ce qu'on a dit, c'est-à-dire le bilan à faire initialement pour essayer autant que possible d'avoir une cause et de traiter la cause. Si la cause n'est pas établie, commencer par un traitement par IPP parce qu'on peut traiter un reflux et faire disparaître le symptôme avec ces traitements. Et si ça ne suffit pas, en deuxième ligne, le baclofène et la gabapentine, plutôt si on cherche une cause neurologique. Et si on n'a vraiment pas d'étiologie, ou si on pense plutôt sur une cause gastro-intestinale, le métoclopramide ou la chlorpromazine peuvent apporter des bénéfices aux patients. Donc maintenant, on va passer aux colites qui surviennent sous immunothérapie. L'immunothérapie, c'est une toute nouvelle classe de traitement qui est apparue ces dernières années, qui a été bien développée en cancérologie. Et un des premiers médicaments qui a été développé, c'est l'ipilimumab. C'est un anticorps monoclonal anti-CTLA4. Le CTLA4, c'est une protéine qui est exprimée à la surface des lymphocytes T et qui, quand elle se lie à son récepteur à la surface des cellules présentatrices d'antigènes, a un effet inhibiteur sur l'activation du lymphocyte T. Donc c'est un phénomène, ça induit un phénomène de tolérance. Quand le CTLA4 est bloqué, on va avoir plutôt une orientation vers l'activation des lymphocytes T avec une activation, une prolifération. Et donc, c'est ce qui va permettre à ces molécules anti-CTLA4 de booster les lymphocytes qui vont avoir un effet antitumoral. Ça a été validé particulièrement dans le mélanome avec un gain de survie significatif quand l'ipilimumab est associé à la chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie seule. Le problème, c'est que ces lymphocytes super activés vont aussi s'attaquer à des tissus non tumoraux et déclencher des effets secondaires de type dysimmunitaire auxquels on n'est pas du tout habitué. On va se retrouver face à des thyroïdites, des pancréatites, des hypophysites et des colites qui sont très fréquentes puisqu'elles surviennent chez 20% des malades. Donc ça, c'est les données d'une cohorte rétrospective qu'on n'a pas encore publiée, qui avait pour but de caractériser, de définir un petit peu ces colites. Le premier point remarquable, c'est que c'est un effet secondaire qui survient assez précocement, puisque les premiers symptômes apparaissent 1 mois après le début du traitement, ce qui correspond en général à 2 injections d'ipilimumab. Le deuxième point, c'est que ce sont des colites sévères avec des diarrhées profuses, des rectorragies, des douleurs abdominales qui sont sévères dans un tiers des cas, un amaigrissement de 8% du poids du corps en moyenne, ce qui est considérable. Et puis vous voyez qu'il y a des complications graves avec 5 patients sur 39 qui ont eu une perforation digestive et un patient qui est décédé de cette perforation.
Et comme troisième point notable, en fait, ces colites sont très similaires aux maladies inflammatoires intestinales et en particulier à la maladie de Crohn. C'est ce qu'on voit là avec l'existence d'une aphthose buccale, de manifestations extra-intestinales qui peuvent être variées, des arthralgies, un pyoderma gangrénosum, et puis l'existence de lésions anopérinéales, c'est des patients qui font des fistules et des abcès au niveau anal. Donc, je vous ai mis des images d'endoscopie pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent ces colites quand on fait la coloscopie. À gauche, c'est une colite érythémateuse. À droite, une colite un petit peu plus sévère, érosive. Ça reste des colites qui ne sont pas très graves, mais comme vous voyez, c'est peu fréquent, 8-13%. Par contre, les colites ulcéreuses, 79%, avec des ulcérations qui peuvent être superficielles, plus creusantes et très profondes. Et on comprend bien quand on voit ces images qu'on puisse arriver rapidement à une perforation digestive. Donc là encore, un petit schéma qui résume la prise en charge des colites aux anti-CTLA4. Donc, elle est pas un peu chargée, mais pour simplifier et pour résumer, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est que le traitement des colites aux anti-CTLA4 est un traitement par corticoïdes, et que si les corticoïdes ne marchent pas, ce qui arrive quand même assez fréquemment, il faut avoir recours rapidement à des traitements de type anti-TNF. L'infliximab, c'est un traitement qu'on utilise couramment dans les maladies inflammatoires intestinales. Alors, il y a une chose qui n'est pas évoquée sur cette diapo, c'est d'une part que dans la cohorte qu'on a étudiée, on a vu qu'il y avait un plus grand nombre de patients qui avaient reçu des anti-inflammatoires et qui faisaient une colite. Donc ça mérite d'être noté parce que c'est des patients chez qui très probablement il vaut mieux éviter ces traitements. Et c'est quelque chose de classiquement connu dans les maladies inflammatoires, mais ça n'a pas été décrit jusqu'à présent dans les colites aux anti-CTLA4. Et puis l'autre chose dont on n'a pas parlé, c'est le recours à la chirurgie, qui est aussi très particulier, parce que, comme vous voyez, 15% de notre corps, donc c'est sur 39 malades, c'est quand même pas négligeable, ont eu besoin d'une chirurgie, parce qu'ils n'avaient pas répondu au traitement médical. Et quand cette colectomie doit être faite, il faut absolument faire une colectomie étendue. C'est l'ensemble du côlon qui est malade. Alors il y a des zones où souvent certaines lésions sont plus sévères, mais il ne faut pas se contenter d'enlever la zone la plus malade parce que le côlon qui reste en place est malade également et on est confronté à des grosses complications post-opératoires, des abcès, des réinterventions précoces pour totalisation de la colectomie. Et chez un patient qui avait gardé un côlon, une partie de son côlon en place malade, il a fallu faire la perfusion d'infliximab après la colectomie. Donc, pour résumer sur les colites aux anti-CTLA4, ce sont des maladies qui sont très proches des effets secondaires qui sont très proches des maladies inflammatoires, tant sur la présentation que sur le traitement. Ce sont des formes qui sont fréquemment sévères, qui, vous l'avez vu, engagent le pronostic vital. Et il faut monter rapidement dans les traitements. Il ne faut pas attendre très longtemps. Si les corticoïdes ne marchent pas, il faut passer à l'infliximab. Et si l'infliximab ne marche pas, il faut passer à la chirurgie très rapidement, sans quoi on s'expose à des complications. Donc il faut vraiment avoir une prise en charge spécialisée pour ces malades. Je vous remercie de votre attention.